Puis, on a une présentatrice quand même chevronnée dans le domaine. On va avoir aussi le 6 novembre, je le mentionne tout de suite, une présentation du professeur, je me trompe, Guillaume Rousset, qui est un professeur de droit français qui va présenter sur un sujet connexe. Donc, si le sujet vous intéresse, restez à l'affût des événements de l'Institut du Capiquet. Puis, on pourra vous envoyer l'infolette, aussi suivre l'infolette de notre institut. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter Mme Geneviève Desgagnés, qui est titulaire d'un DESS en éthique appliquée de l'Université Laval et d'une maîtrise en éthique de l'UQAR. Elle est présentement conseillère en éthique au CHU de Québec. J'ai eu la chance et l'honneur de travailler avec elle à la maîtrise quand on a fait notre maîtrise ensemble, mais aussi dans les cours de maîtrise et aussi au CHU de Québec là, sur le comité d'éthique clinique. Donc, j'ai bien hâte de l'entendre parler de son sujet de prédilection et l'éthique de l'enfantement. Donc, sans plus tarder, Geneviève, je te laisse la parole. Merci Félix, c'est gentil. Merci d'être là en vrai. Puis merci à ceux qui sont en ligne. Alors, je vous ai concocté une présentation là, qui devrait durer autour de 35 minutes, puis 35-40 minutes, puis après ça, une période de questions, d'échanges. Tu sais, l'important dans tout ça, c'est juste de repartir avec une réflexion. Là, c'est pas nécessairement couler dans le béton, tout ça. Alors, voilà, j'espère du moins susciter votre intérêt. Euh, voilà. Alors, la présentation, je vais débuter avec la question de recherche sur quoi je me suis penchée, un peu mon parcours, mais ça a été fait. La prémisse de la médicalisation des naissances. Ensuite, je pense qu'il y a un passage qui est obligatoire là, dans mon processus de recherche, c'est l'histoire de la naissance. Ça nous permet vraiment de situer les bases puis de nous amener en terrain commun. Ensuite, toute l'idée qui est autour de la pathologie de la naissance au cours des années qui ont passé, la médicalisation des naissances. Ensuite, on va rapidement passer sur l'enfantement qui est un tout pour traverser vers les violences obstétricales, puis finir avec le clou du spectacle, l'éthique de l'enfantement. Puis évidemment, vos questions, discussions et puis commentaires, ça va me faire plaisir là, de partager avec vous mes impressions, puisque en fait, ce mémoire-là, il a été écrit et déposé en 2021. Donc là, on est rendu en 2024. Il y a quand même quelques années qui se sont passées depuis. Et puis, pendant ces années-là, j'ai continué à faire du terrain et d'être directement dans le milieu de la santé, puisque je travaille comme conseillère en éthique pour le CHU de Québec. Alors, mon regard est un petit peu différent de celui qu'il était lorsque j'ai écrit mon mémoire et puis que j'étais plus dans la recherche. Alors, la première chose que j'ai envie de partager avec vous, c'est la question que je me suis posée, à savoir ce que l'on voudrait que soit la mise au monde, un acte médical qui traite un problème médical ou plutôt un événement important de la vie. Avec le recul, je serais un peu d'accord pour dire que la question est biaisée. Là, on a comme envie de prendre le deuxième, mais je pense qu'il faut le prendre dénudé un peu, là, puis simplement aborder cette histoire de médicalisation d'un acte du corps qui en réalité est physiologique. Alors, je l'ai divisé un peu de deux façons, soit individuellement, alors ce que ça pourrait représenter pour nous, et puis ce que ça représente également pour la société. Et puis, il y a un élément que je trouve qui est rarement mis de l'avant, c'est que le processus de naissance, pour une femme, c'est aussi un processus d'évolution de la citoyenne. Euh, et puis, de la citoyenne, mais tu sais, ça va aussi pour les parents. Dans mon mémoire, je parle des femmes parce que je parle pratiquement plus de donner naissance, mais j'ai quand même envie d'élargir aujourd'hui avec tout ça, puis de parler des parents, des gens qui traversent un processus d'enfantement, de grossesse et d'enfantement. Alors voilà, ce processus-là, il va transformer l'individu, il va transformer la personne d'une personne sans enfant à une personne avec enfant, mais c'est aussi un citoyen, citoyenne.
Rapidement, là, il y a le lien vers mon mémoire que vous pourrez consulter selon votre intérêt. Alors, la première chose qui doit être nommée, c'est la prémisse de la médicalisation des naissances. Alors, la gestion du risque, la conception que l'enfantement n'est normal qu'à posteriori, la compétence physique comme seul élément important à la réussite de la naissance, etc. En ne modifiant pas la prémisse, les conditionnements qui en découlent continueront d'être ce que nous en connaissons. L'acceptation sociale de la médicalisation des naissances pour tous. Je trouve ça important de le nommer parce que c'est comme si on fait le processus de naissance, puis ensuite on dit, ah ben ça a bien été. Mais pendant le processus, on ne s'est pas trop questionné sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. On pense à la base qu'il faut assister la naissance. Alors, avons-nous tort, avons-nous raison? C'est là que la question peut se poser. Alors, ça nous amène à faire un bond dans le passé, puis à aller parler un petit peu de l'histoire de la naissance, en commençant par la désappropriation du corps de la femme. Je ne vous ai pas fait l'histoire de tout ça parce que ça n'en finirait plus, mais c'est vraiment intéressant si ça vous intéresse d'aller voir le vocabulaire qui est utilisé autour du monde de la naissance, dont le terme accoucher, c'est celui que j'ai gardé. À l'intérieur de accoucher, il y a le mot coucher. Hein? On ne se questionne pas pourquoi tout le monde donne naissance, pas tout le monde, une majorité couchée, alors que si on se réfère plus à ce qui fonctionne le mieux lorsqu'on donne naissance, ben, c'est plutôt d'être debout. Ça, c'est une autre question, on pourrait dire deboucher, mais ça ne sonne pas très bien. Mais cela dit, non, oubliez ça. Mais accoucher, ça, si on remonte là, dans l'utilisation de ce terme-là, c'était utilisé pour hommes et femmes qui étaient malades puis qui avaient besoin d'aller s'étendre pour se reposer. Fait qu'on disait même, je vais m'accoucher en voulant dire que je vais aller me reposer. Alors, tranquillement, ça a évolué, puis c'est devenu un terme utilisé. Tout le monde utilise ça. Même moi qui essaie d'en faire j'essaie de l'éliminer carrément de mon vocabulaire, j'y arrive pas. Mais il reste quand même que je parle de éthique de l'enfantement, histoire de la naissance, j'essaie le plus possible de l'enlever. Mais j'y arrive pas, je jure. Puis après ça, ben, il y a eu le remplacement des sages-femmes pour les hommes médecins qui a vu son apparition là, très, très rapidement. Et dans ces événements-là là, de transmission de la connaissance, disons, bien là, rapidement, on a vu apparaître des concepts comme un processus anormal, une pathologie, une maladie qu'on souhaitait contrôler, surveiller, superviser. Et puis, ça nous amène à comprendre que les gens, à l'époque, là, on est au, disons, 15e, 16e siècle, là, il y avait vraiment cette idée d'humanisation des naissances. Aujourd'hui, si je vous parle d'humanisation des naissances, vous allez comprendre que, je veux dire, redonner à la femme son droit de donner naissance comme elle le souhaite. Mais à cette époque-là, c'était l'inverse. C'était de rendre humain, donc différent de l'animal, la naissance. Donc, tout ce qui était attendu, c'est ben, être accompagné, homme de l'Église, etc., que l'environnement soit lumineux, qu'il y ait des interventions, etc. On est vraiment dans un autre univers que ce que l'on reconnaîtrait aujourd'hui comme humanisation des naissances. Alors, il y a vraiment une étroite relation également entre la médecine et la religion, ce qui fait que la religion, qui est très, très présente d'ailleurs, va encourager la présence de médecins hommes lors des naissances pour superviser, contrôler, surveiller, etc. Alors, revenons à notre roi Louis XIV, qui est un personnage quand même qui a marqué l'histoire. Lui, accompagné de son médecin, François Morisseau, en fait, souhaitait offrir aux femmes, principalement les femmes du roi Louis XIV, la position la plus confortable, disait-il, le décubitus dorsal, ce qui veut dire la position sur le dos. Mais en réalité, le petit coin caché qui n'est pas nommé, c'est que le roi voulait voir le bébé en premier. Donc, il y avait une grande valeur que la femme soit couchée sur le dos, puisque c'est lui qui allait pouvoir voir son enfant. Et de ça a découlé un traité des maladies des femmes grosses,
écrit par Morisot, qui a été traduit dans des dizaines de langues et utilisé encore, là, ben, je ne dirais pas jusqu'à aujourd'hui, là, mais au 20e siècle, c'était encore présent. Voyez-vous, il y a vraiment eu une transmission de perception des connaissances, potentiellement certaines connaissances également là, qui ont évolué dans le temps. Mais la position du cubiculus dorsal était très valorisée, puis tranquillement, elle s'est déplacée de la royauté vers le peuple. Et là, c'était bien vu qu'une femme du peuple puisse donner naissance sur le dos, comme quoi c'était plus confortable, puis ça facilitait les naissances. Ensuite, un petit peu plus récent, on a Marion Sims, qui est l'inventeur du spéculum. On dit que c'est le père de l'obstétrique. Alors, je tiens quand même à dire, là, autre temps, autre mœurs, mais lui avait 14 esclaves à lui qui possédaient, à cette époque-là, tu pouvais posséder des gens, et puis il faisait des tests sur eux. Alors, tu sais, il faisait des chirurgies pour comprendre le corps de la femme, comment il était inadéquat, comment il était brisé, puis comment on pouvait le réparer. Alors, c'était vraiment ça, son désir. Puis, tu sais, à quelque part, il a probablement réussi à faire certaines découvertes. Mais à quel prix? Bon, ça, on ne discutera pas de ça aujourd'hui. Je vous laisse faire d'autres recherches et puis évoluer en ce sens. Mais il reste quand même que ça a marqué un tournant, principalement sur la vision du corps de la femme qui était imparfait. Alors, ça nous amène à cet effet là, de pathologie collé avec l'enfantement, qui est un corps non autonome, un corps malade, dysfonctionnel. Et puis, on traverse rapidement vers cette idée de l'efficacité. Hein? On pense qu'une naissance qui va bien se passer, c'est une naissance absolument qui est rapide, qui est efficace, qui est productive. Alors, on voit vraiment que on souhaite le plus possible contrôler les éléments qui pourraient être imprévisibles ou même risqués. Fait que là, tranquillement, on rentre dans ce discours-là de la peur, du risque pour le bébé, pour la mère, etc. Fait qu'on a aussi simultanément la mécanisation du corps. On va évacuer l'aspect psychologique de la femme pour s'intéresser exclusivement à la machine qui est l'utérus. C'est l'utérus qui va expulser le bébé. Fait qu'on est vraiment dans une vision mécanisation du corps, c'est comme ça qui est écrit là, dans plusieurs ouvrages, là, dont André Ribard. Et puis, c'est ça. Alors, l'utérus fonctionnerait selon cette vision-là, indépendamment de tout le reste. Et là, on voit apparaître certains protocoles en milieu hospitalier, comme celui du protocole de Dublin, qui impose une dilatation du col de l'utérus de 1 cm à l'heure. Fait que celles qui ont donné naissance, ceux qui ont assisté à... Vous avez certainement déjà entendu ça. Ah, ben là, on veut 1 cm à l'heure, etc. Mais ça vient de Dublin, qui est vraiment une gestion active du processus d'enfantement. Alors, vient avec ça une évaluation du fameux col, parce que sinon, comment allons faire pour savoir que ça a dilaté ou pas? Alors, on vient avec des touchés vaginaux, etc. Fait que là, voyez-vous, on est vraiment dans ce phénomène-là d'intervention. On touche, on veut évaluer, on veut savoir, là, on note ça. On est un peu ailleurs aujourd'hui, là, pour être honnête avec vous. On voit qu'il y a plus de laisser aller par rapport à l'évaluation de la dilatation du col. On saute des touchés, on se dit, ah, ben là, ça fait 3 heures, on sent que ça semble différent dans les sons de la mère qui est en train de donner naissance. Et puis là, on se satisfait un petit peu de ça, mais il y a plusieurs écoles de pensée, là, vous le savez très bien. Alors, il y a ce médecin qui va laisser aller, puis il y a l'autre qui veut savoir, puis qui va venir faire un toucher à chaque heure. Fait que, entre les deux, ben, il y a probablement la réalité qu'on connaît aujourd'hui. Cela dit, il reste que cet effet-là, ou ce désir de contrôle du phénomène est très associé à la sécurité. Hein, on pense qu'en sachant ce qui se passe ici maintenant, par rapport à l'utérus, hein, on revient à la mécanisation du corps, ben, on est dans une zone sécuritaire puisqu'on connaît la suite. Et puis là, je vous ai ramené à ici aujourd'hui, là, mais
restons un petit peu au 20e, là, on sent bien que l'entonnoir nous amène tous vers l'hôpital. Alors, tranquillement, les femmes veulent donner naissance à l'hôpital. C'est ça qui est valorisé, c'est ça que les gens veulent faire. Et puis, on a au travail. Bien, oui et non, là, c'est ça qu'ils veulent faire, mais en fait, l'option de rester à la maison ou d'avoir une sage-femme est de moins en moins valorisée, même que ça va être nommé clairement tu vas perdre ton bébé, tu vas mourir, etc. Il faut que tu aies quelqu'un, un spécialiste, principalement des hommes, auprès de toi pour pouvoir donner naissance. Fait que, c'est vraiment l'univers du paternalisme qui prend son envol. Et puis, ben, vient également certaines façons de tranquilliser, du moins de diminuer les sensations reliées à l'enfantement, slash tranquilliser la mère pour avoir quelqu'un de relativement docile, entre guillemets. Fait que, tu sais, on a eu plusieurs époques de médicaments. Là. Aujourd'hui, on est rendu avec la péridurale. Récemment, on voit apparaître tranquillement dans les milieux hospitaliers la péridurale ambulatoire, ce qui permettrait aux femmes de continuer de marcher sans avoir les douleurs reliées à l'enfantement. Moi, j'ai envie de vous dire, ben, OK, mais qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase-là, là, tu sais, péridurale ambulatoire, là, le premier mot, c'est quand même péridurale. Alors, on est encore dans cet univers d'intervention. Puis avant, ben là, on avait des gaz ou peu importe, là, tu sais, mais l'idée, c'était vraiment de soulager les sensations. Et même à une époque, c'était la sensation de la sortie du bébé qui était reconnue comme étant la plus douloureuse, la plus intense, la plus à éviter. Alors que ben, quand on a déjà eu des enfants, la sortie est parfois plutôt salvatrice. Mais bon, ça, c'est une autre affaire, on ne rentrera pas là-dedans. Et puis là, tranquillement, ben, on voit au 21e siècle les médecins entrepreneurs indépendants. Fait que là, voyez-vous, on a le paiement à l'acte. Puis ça amène son lot d'enjeux. Je ne suis pas en train de dire, attention ici, là, des gros X, là. Je ne suis pas en train de dire que tous les médecins profitent de leur statut d'entrepreneur indépendant, puis qui ils chargent à l'acte, puis qu'ils vont tous et chacun ajouter des actes non nécessaires. Je ne suis pas en train de dire ça, mais je suis en train de dire que ça existe. Donc, le paiement à l'acte a parfois encouragé certains professionnels à faire des actions qui n'avaient pas besoin d'être faites. Alors, comme quoi? Ben, une ventouse ou ben des forceps pour aider, c'est un petit 100 pièces, 200 pièces de plus, une épisiotomie, etc. Fait il y a de ça, mais il y a aussi ah ben en fin de semaine, je ne serai pas là, on va te déclencher, etc. Est-ce que c'est toujours le médecin qui initie ce genre d'action-là? Non, pas nécessairement. Il y a aussi des gens qui se disent, ah ben moi, je veux absolument donner naissance avant telle date parce que là, je m'en vais en voyage, puis peu importe les raisons. Il y a de ça dans les deux sens, mais tu sais, c'est à se questionner. Est-ce que c'est bien de faire ça? Est-ce que c'est mal? Est-ce qu'on devrait le faire? Est-ce qu'on devrait cesser de faire ce genre d'affaires? Alors, on voit quand même arriver un phénomène que l'enfantement devient une activité économique intéressante. Et puis que la place des sages-femmes n'est pas tant présente. Là, on sait que les sages-femmes ont été légalisées en 99. Avant ça, c'était illégal. Puis là, aujourd'hui, ben, on a des sages-femmes qui ont à peu près moins de 5 du taux de natalité au Québec, alors que ça coûte 30 moins cher. Fait que là, on peut se questionner sur les raisons qui nous mènent à ça. Alors, je m'arrête ici. Je fais un premier constat en vous disant que, considérant notre histoire, il n'est pas surprenant qu'il soit difficile de considérer la naissance comme un phénomène normal et attendu. Moi, ça m'apparaît flagrant. Je rajouterais que, ben, je trouve qu'on est, considérant notre histoire aussi, je trouve qu'on est finalement pas si pire que ça, parce qu'on pourrait avoir encore plus de contrôle sur ce phénomène-là, puis d'imposer encore plus de lignes directrices. Voilà. Ce qui m'amène à parler de la médicalisation des naissances. J'en ai un petit peu parlé, je vais essayer d'avancer un petit peu plus vite. La complexité qui est niée, on est vraiment dans une zone
fixe de la vision de la naissance, qu'est-ce que ça devrait être, la durée, l'intensité, etc. On fait aussi du monitoring en continu, connaître le cœur du bébé, comment ça se passe. Et puis, j'aime bien la phrase de Lemay qui dit le véritable problème avec la médicalisation des naissances, c'est pas tant qu'elle est dominante, mais qu'elle est insuffisante. T'sais. On ne répond pas à l'ensemble du spectre de la naissance avec la médicalisation. Et puis, la gestion du risque, qui est de plus en plus grandissante. On sent bien que le bassin du risque pour donner naissance sans enjeux, disons, il grossit. T'sais. On a de plus en plus de gars, on a de plus de gars, c'est les grossesses à risque, pardon. Et puis, tout petit élément est finalement jugé comme potentiellement dangereux. Alors, on voit vraiment un bassin de risque qui s'agrandit au détriment du bassin de grossesse qu'on dirait normal et naissance attendue normale qui rapetisse. D'ailleurs, depuis quelques années, la grossesse gériatrique est descendue de 40 ans à 35 ans. C'est vrai que c'est vieux, 35 ans. On voit beaucoup, hein, toi, des 35 ans. À noter ici ta profession. Alors, il y a des petits tableaux, là, je trouve ça intéressant, là, la médicalisation. Alors, on parle de mécanisation, simplification, vision fixe, une vision d'un déroulement général. Alors, il faut que tu rentres dans ce type de déroulement-là. Puis là, on l'a ici à côté, là, c'est l'espèce de ligne qu'on voit du bleu au vert. Là. Alors, voici les phases 1, 2, 3, 4, merci, bonsoir, puis ça devrait être fait. Alors qu'on sait très bien que la vie n'est pas vraiment faite comme ça. On est dans quelque chose de plus gris, de plus versatile. Ça m'amène à parler de la cascade d'intervention. Alors, dans la médicalisation des naissances, il y a une première intervention pour faciliter ci ou ça, pour nous amener à faire telle chose. Alors, que ça soit simplement de vouloir déclencher une naissance ou encore soulager une douleur ou encore, tu sais, il y a plein de cas de figure. Alors, quand on rentre le doigt dans la médicalisation, il peut y arriver cette fameuse cascade-là. Ça, c'est quand même relativement méconnu. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le risque relié à la naissance, mais il y a également le risque relié aux interventions qui peuvent être faites. C'est quand même de plus en plus entendu, su. Puis, le moment où j'ai un malaise, c'est la médicalisation ou la surmédicalisation. Dans ma tête, à moi, c'est un peu la même chose. Dans un cas comme dans l'autre, il y a médicalisation. J'ai comme envie de rejoindre les deux ensemble. Il y a une montée, peu importe le risque, il y a une montée des deux côtés. Alors, pour moi, il n'y a pas de distinction entre les deux. Je vais y revenir. Et puis là, avant de poursuivre, je dois vous nommer un point. C'est un peu comme mon constat tout à l'heure. L'enfantement, c'est un tout, c'est un continuum qui relie la grossesse, l'enfantement, l'allaitement. Puis là, on pourrait continuer. Là, la citoyenne de demain, la famille, le ça. On pourrait vraiment aller beaucoup plus large que ça. Le lien d'attachement, les aspects psychologiques, etc. Je pense que vous devez savoir que moi, je pars avec ça comme analyse du reste de la situation actuelle par rapport à la médicalisation des naissances et violences obstétricales puis l'éthique de l'enfantement. Alors, on bascule vers ce qu'on appelle les violences obstétricales et gynécologiques, les VOG. Si mon souvenir est bon, dans mon mémoire, je parle exclusivement de VO, là, de violences obstétricales. Mais là, depuis les années, là, ça évolue. Là, fait qu'on rentre la gynécologie dedans. Je pense que c'est juste. Là. Ça nous sort exclusivement la naissance, puis ça ramène aussi aux soins de la femme. Alors, acte ou comportement d'une personne médicale envers une femme durant la grossesse, la naissance postnatale, qui n'est pas justifié médicalement ou qui survient sans consentement et qui porte atteinte à la dignité ou à son intégrité physique ou psychologique. Et puis là, la suite est importante pour moi. Alors, la violence obstétricale est souvent vue comme découlant de la surmédicalisation des naissances. Elle entraîne un traitement déshumanisé et une perte d'autonomie des femmes.
je m'arrête là. Si vous voulez, vous pourrez aller le lire, c'est intéressant. C'est une définition qui a été écrite par l'Office québécois de la langue française en 2012 et mise à jour en 2018. Alors, c'est encore ça qu'on utilise comme définition ici. À savoir que les violences obstétricales, là, il y a eu des lois qui sont nées dans plusieurs pays, là, Honduras, euh, Mexique, plusieurs endroits. Ça vaut la peine d'aller lire quels sont les concepts de l'un et de l'autre. Nous, on n'a pas de loi réelle, mais on a quand même des définitions, ce que je trouve intéressant. Mon enjeu avec la définition qu'on a aujourd'hui, c'est que on dirait qu'on considère uniquement la pensée médicale pour interpréter la naissance. Une grande partie du processus d'enfantement est ignorée à tort. Alors, si l'intention, c'est de changer les habitudes autour de la naissance, et puis qu'on ne considère pas la prémisse de la médicalisation comme un élément important qui participe à la structure du modèle actuel, les conditionnements resteront les mêmes malgré les tentatives de changement. En d'autres mots, les efforts sont déployés à changer des pratiques alors que le point de départ est erroné, ou plutôt incomplet. Alors, je reviens avec cette idée que c'est pas que la naissance, elle est dominante, mais qu'elle est insuffisante. Pas la naissance, pardon, la médicalisation. Ça nous ramène à une définition qui m'apparaît relativement incomplète. Euh, je pense qu'il y aurait eu avantage à parler de médicalisation des naissances tout court, que la surmédicalisation appartiendrait plutôt à l'aspect déontologique des médecins, ou non déontologique, j'oserais dire. Tu sais que, à la base, oui, on peut médicaliser une naissance, mais si on la surmédicalise, ben, c'est peut-être une faute ou un enjeu par rapport à la conception de ce que ça devrait être. C'est là que moi, j'en fais une distinction. Les violences obstétricales, bon, il y en a trois, directes, indirectes, systémiques. Je vais passer rapidement, mais je trouve ça intéressant si vous avez un intérêt particulier pour aller lire à propos de ça. Je pense que c'est très riche dans le contexte. Alors, mon deuxième constat, l'harmonisation des deux schèmes de pensée suivants, médicalisation de naissance et continuum de la naissance, est assurément un défi de taille. On n'y arrive pas encore, allons-nous y arriver? C'est difficile à dire. Suivante, attention, j'ai un beau S là, plutôt qu'un E. Désolée. Alors, je me suis intéressée à trois éthiques principalement. Je rappelle la question. Je pense que quand on rappelle la question, ça nous ramène au point de départ. Qu'est-ce qu'on veut que soit la mise au monde? C'est quand même ça la question que je voulais me poser dès le début. Alors, premièrement, je me suis intéressée à la bioéthique et à l'éthique médicale, principalement par rapport au principe d'autonomie. C'est quand même un élément qu'on revoit souvent là, dans les soins de santé, l'autonomie de l'usager, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il souhaite, etc., sa capacité à prendre des décisions. Alors, chaque personne est dotée d'une intelligence qui lui permet de donner un sens à sa vie, hein. La personne concernée est celle qui peut le mieux déterminer quelle conduite et quels soins lui conviennent. C'est bien évidemment cette personne-là qui doit choisir, mais là, je vous entends déjà me dire oui, mais c'est parce qu'elle ne peut pas comprendre ou elle n'a pas tout ce qu'il lui faut pour prendre une décision, etc. Puis là, on doute de sa capacité d'autonomie. Et puis, effectivement, il peut y avoir ça. Il peut y avoir des enjeux extérieurs à sa capacité. Alors, dépendance à une autre personne, oppression d'un tiers, là, on parle de violence, manipulation, intimidation, etc. Mais ça peut venir de la personne elle-même, compréhension inadéquate de la situation, délirium cognitif, etc. Alors, ma question que j'ai envie de vous poser, c'est lors d'une naissance, est-ce que la vulnérabilité est une limite pour réfléchir et agir selon ses volontés? Pour ceux qui ont déjà assisté ou qui ont déjà vécu une naissance, vous savez très bien que pendant le processus, il y a des minutes ou des heures qui sont un peu déconnectées de la réalité. Est-ce que ça, c'est suffisant pour dire qu'on est capable ou pas de prendre des décisions pour soi-même? Après ça, toujours dans cette idée d'autonomie, le degré de compréhension, il n'est pas nécessaire d'être à 100% ni à 0%. Il y a comme entre les deux un laps. Là, c'est là-dedans qu'il faut être capable de reconnaître
que ça peut être suffisant pour que la personne puisse prendre une décision pour elle. Donc, suffisamment de compréhension et non pas un doctorat en la matière. Ensuite, je me suis intéressée à l'éthique professionnelle, puis sous le mode coopératif, vous ne serez pas surpris. Là, il y en a quelques modes, des catégories là, de relations professionnelles. Alors, le sorcier, le bon père de famille, l'expert, le consommateur, voyez-vous, là, on revient avec cette idée du paternalisme. Puis, bien évidemment, là, avec une femme qui donnera naissance ou qui donne naissance, tout comme avec la majorité des usagers, sauf exception, on va tenter d'avoir un mode plutôt coopératif pour aller de l'avant. Ensuite, il y a l'éthique narrative qui m'apparaît avoir été un élément clé dans mon processus d'écriture de mon mémoire. Principalement, cette phrase-là, comment penser avec les femmes plutôt que d'agir pour les femmes. Alors, revenir à la valeur, aux valeurs, aux faits, à l'expérience individuelle de chacune d'elles pour pouvoir entendre les récits, voir où on est. Puis souvent, puis je sais que dans mon mémoire, il y a une perception de la naissance libre de médicalisation, mais en même temps, il y a des femmes qui ont besoin de ça. Il y en a qui le souhaitent, qui le demandent, puis qui n'ont pas accès. Alors, ça aussi, on est dans cet univers de la violence obstétricale. Fait que ça peut vraiment aller dans les deux champs, bien que ce ne soit pas si clair dans la manière que j'ai écrit mon mémoire, mais je pense aujourd'hui, avec un peu de recul, il y a de ça aussi. Alors, entendre les récits des femmes, ce qu'elles souhaitent, ce qu'elles projettent, etc. Alors, un récit porteur de valeur. L'éthique narrative est également intéressante. On l'a fait un petit peu en début de présentation. On est revenu à l'histoire, notre histoire de l'enfantement. On part d'où? Hein, pour être capable de reconnaître qu'aujourd'hui, finalement, on a eu des belles évolutions. On n'est plus au 19e, on n'est plus au 20e siècle. Puis ça permet également de faire les associations entre la vraie douleur qui est vécue et les peurs qui ont été transmises de génération en génération, puis partagées. Et finalement, l'éthique du care, ça aurait été difficile de passer à côté de l'éthique du care, qui est l'idée de prendre soin de la femme qui donne naissance, prendre soin des familles, prendre soin de ce processus-là. Et puis là, inévitablement, moi, je trouve que ça ramène à cette idée de la conception du tout, là, de la naissance comme un tout, grossesse, naissance et puis allaitement, mais qui peut s'élargir. Je pense que l'éthique du care permet ça, de mieux comprendre cet élément-là d'une vision plus globale de la vulnérabilité, considérant en plus que chaque être humain va être vulnérable un jour ou l'autre dans sa vie. Tu sais, on est, puis on est vulnérable dès le début. Là. Puis là, nos parents prennent soin de nous, etc. Puis il y a des bonnes chances qu'en vieillissant, vous redeveniez vulnérable également. Alors, il y a cette perception-là qui est parfois mise de côté, l'espèce de condition humaine là, qu'on arrive à oublier lorsqu'on est professionnel dans un champ d'expertise X, qu'on est là-dedans toujours, puis on roule, puis on souhaite avoir une ligne franche de pensée, puis de processus. L'éthique du care nous ressort un peu de ça, puis nous fait reconnaître la conception de la vulnérabilité un petit peu différemment. Ça se déploie en 5 phases. Alors, se soucier de la prise en charge, prendre soin, recevoir le soin, puis prendre soin tous ensemble. Et puis, je me suis amusée un petit peu à le recopier sur l'éthique de l'enfantement, dans le fond. Je ne sais pas, là, il était 40. Est-ce que il me resterait 2 diapos? Je peux passer à travers ça, mais ça prend un peu de temps. Ben, je pense qu'on l'appelle. Oui, hein? OK. Fait que se soucier de reconnaître que les femmes vivent des moments forts en intensité et en émotion durant l'enfantement est suffisant pour voir apparaître des besoins. Comment arriveront-elles à surmonter l'intensité des contractions, se nourrir, communiquer, avoir un regard extérieur sans jugement afin d'adapter l'approche idéale à chaque situation, redonne de l'importance au phénomène d'enfantement tout en permettant de se soucier des autres du point de vue du care. Ça, c'est vraiment la phase 1. La prise en charge. Prendre en charge, c'est donc apporter la réponse appropriée à la situation et aux besoins.
Prenons l'exemple d'une femme n'ayant aucune anomalie de grossesse et souhaitant donner naissance le plus naturellement possible, mais qui, parce qu'elle ne connaît pas trop les spécialisations professionnelles, consulte une gynécologue obstétricienne pour son suivi de grossesse. Il est clair que la situation ne demande pas une telle spécialité. Il serait préférable que cette professionnelle redirige la femme vers une sage-femme ou un praticien pour son suivi d'enfantement. C'est ce qu'on appelle la prise en charge. Voyez-vous, on est quelques-uns, quelques-unes devant l'écran. Je suis probablement sûre qu'entre vous, la distinction entre sage-femme, médecin de famille accoucheur, gynécologue obstétricien, c'est pas quelque chose qui est fait. Fait qu'on on se ramasse rapidement dans une société qui ne connaît pas nécessairement la distinction entre tout ça. Ce n'est pas surprenant que la prise en charge ne soit pas toujours faite adéquatement. Le prendre soin. Alors, dans le cas de l'enfantement, dans le cas de l'enfantement peut aussi vouloir dire ne rien faire. Lors d'un enfantement qui se déroule rondement, il peut être suffisant d'avoir confiance pour offrir à la femme l'autonomie dont elle a besoin pour donner naissance. Recevoir le soin. La femme qui demande de l'aide lors de l'enfantement dit clairement qu'elle a un besoin à satisfaire. Quel est ce besoin réel? Est-ce qu'elle souhaite avoir une présence plus proche d'elle, quelqu'un qui la rassure? Est-ce plutôt de tenter de faire évoluer plus rapidement le travail d'enfantement en l'encourageant à bouger? Cette femme peut souhaiter l'aide d'une autre personne tout en désirant garder la sensation de l'intensité de ses contractions. L'approche de la médicalisation de naissance répond à ce besoin en offrant une anesthésie péridurale qui permet d'être totalement soulagé. Tronto propose plutôt, alors Tronto, c'est une des auteurs là, sur l'éthique du care, propose plutôt d'évaluer le besoin le plus pressant. Est-ce le besoin professionnel de soulager rapidement et efficacement l'intensité des sensations vécues par la femme en répondant de manière définitive à son appel? Ou le besoin de la femme d'être guidée et accompagnée dans un processus d'enfantement tant et aussi longtemps qu'elle en sentira le besoin. Alors, recevoir le soin peut ici se caractériser de cette façon-là. Et puis, finalement, le prendre soin tout ensemble, c'est certainement un des plus intéressants parce qu'il a vu le jour auprès de Tronto dans une deuxième phase de l'éthique du care, un comportement attendu selon le rôle de l'implication d'un individu dans une vision collective. C'est plus la vision globale de l'enfantement d'aujourd'hui à demain. Alors voilà, ça met fin à ma présentation. Bien entendu, il y a des éléments qui ont été sautés parce que sinon, je vous aurais parlé pendant 3 heures et demie. J'ai eu l'occasion de présenter le poster que là, l'année dernière, ben, cette année, en fait, en juin 2024, à l'ICEC, qui est, aide-moi là, la conférence internationale en éthique clinique. Merci, Félix. Ouais. C'est ça. Et puis voilà, fait que là, j'ai réuni les éléments les plus importants ou qui m'apparaissaient les plus importants de mon mémoire. Et puis voilà. Oui, que peut-être. Je peux le laisser, là, ça peut. Oui, dans le fond, c'est ça. Et puis. Voilà. Aujourd'hui, j'ai quand même envie là, de finir avec un petit aspect évolutif là, parce qu'inévitablement, on écrit des lignes et des lignes, puis on cherche pendant des semaines, des mois, puis à un moment donné, ben, vous savez, un mémoire, un bon mémoire, c'est aussi un mémoire déposé. Il faut finir par finir et puis il a fallu mettre un terme à tout ça. Puis aujourd'hui, ben, là, ça fait 4 ans que je suis pour le CHU de Québec, puis je vois des demandes. Je trouve que la plus grande partie qu'on a à défricher, c'est la reconnaissance là, des enjeux. Puis ça vient tant des femmes qui vont donner naissance en milieu hospitalier que des professionnels sur le terrain. Ça va vite. On est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a toujours une raison pour justifier une action XY, mais je pense qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour avancer là-dedans. Voilà. Questions, commentaires.